J'ai envie d'innover. Ouais. Je vais devenir débile avec ce truc orange. Générique. Bonjour, c'est Isidon pour les imprimantes 3D.fr. Aujourd'hui, on va parler de l'Anycubic M5S Pro, probablement l'une des premières machines à proposer à l'achat un écran 14K, entre autres. Que propose Anycubic avec cette machine? Comme la M5S, nous avons cet auto-leveling, ce système de surveillance qui est capable de détecter les échecs, les décrochements, les débris au fond du bac et le fait qu'il manque de la résine. On a presque le même volume d'impression que l'Anycubic M5S. Vous voyez s'afficher ici les dimensions de la M5S Pro et là, les dimensions de l'ancienne M5S, à quelques centimètres près, on est à peu près pareil. En tout cas, on a le même volume de hauteur. Et nous avons ce fameux écran 14K avec ces fameux pixels, encore une fois rectangulaires, avec les dimensions pareilles. J'y reviendrai plus tard. J'ai énormément de choses à dire sur cette machine, donc je vais aller vite sur tout ce qui était déjà présent sur la M5S d'avant, parce que outre l'écran et l'option du chauffage et les quelques améliorations qu'on va voir, c'est la même chose que la Anycubic M5S. À 2-3 détails près. Donc je vous encourage à aller voir l'article du blog sur cette machine si vous voulez en savoir plus. Et pourquoi pas regarder celui sur l'Anycubic M5S. Je vais éviter de répéter ce que j'ai déjà dit l'année dernière, ou il y a 6 mois, ou il y a 9 mois, enfin je sais même plus quand elle est sortie la M5S. En tout cas, c'était pas l'hiver. Unboxing, tout ça, accessoires, on a la même chose. Sauf que là, on a une feuille de leveling en plus. Donc je vous expliquerai quand je parlerai du plateau l'intérêt de cette feuille de leveling qui n'était pas présent sur la M5S d'abord, parce que l'Anycubic M5S et M5S Pro proposent un auto-leveling, donc vous n'avez normalement pas besoin d'ajuster votre plateau, il le fait tout seul. Sur la première M5S, ils n'avaient pas fourni cette feuille parce qu'ils étaient extrêmement confiants sur leur auto-leveling, et beaucoup de retours utilisateurs semblent indiquer que l'auto-leveling, des fois ça va, des fois ça va pas. J'ai jamais été déçu sur l'Anycubic M5S à ce niveau-là. Aucun problème de leveling, aucun problème de fail, non expliqué, rien. Mais par prudence, ils ont quand même mis des vis accessibles si vous voulez recalibrer votre auto-leveling ou le désactiver. Vous avez une option sur l'interface qui permet de faire un check leveling. Ça permet de vérifier que tout est en ordre. Si c'est pas bon, vous pouvez le régler vous-même. Donc là, ils ont voulu se couvrir en disant si jamais il y a un souci, vous pouvez quand même le corriger. Hein. Après, en accessoire, on a toujours la protection d'écran en option à poser que moi je n'ai pas mis parce que je suis incapable de poser ces trucs-là sans avoir des bulles, donc je les mets pas. Quand vous débutez, mettez-le quitte à avoir quelques bulles. Après, vous l'enlevez au bout d'un mois d'utilisation pour être sûr que ça n'altère pas vos performances. Mais vraiment, si c'est votre première machine, j'encourage toujours à mettre une protection d'écran. Vous allez faire des bêtises. En tout cas, moi, j'en ai fait un wagon. Mais moi, je suis un boulet. Donc, c'est encore autre chose. On va parler vite fait de cette machine. Encore une fois, je ne reviens pas sur l'interface dans le détail. On a le port de la clé USB qui est sur le côté droit à l'arrière, comme celle d'avant. C'est un peu dommage. Prise d'alimentation derrière. Bouton d'alimentation derrière. Ça aussi, c'est dommage. Heureusement que la machine n'est pas très grande. Vous pouvez envoyer la main derrière pour allumer. De toute façon, vous n'avez pas le choix, outre passer par une prise connectée. Bon, c'est dommage d'en arriver à cette extrémité-là. Le bac est exactement le même. Alors le bac de l'Anycubic M5S est pour moi un gros point fort, donc c'est toujours un gros point fort sur cette M5S Pro. On a les 4 bacs verseurs, on a un volume qui est dans la moyenne de ce que nous proposent les autres, comme la Saturn 3 Ultra ou la Frozen Mighty 8K pour ne citer que celle-là. La Lot Match Pro un peu plus, mais je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Donc le bac est très confortable, 4 bacs verseurs. Le plateau, comme je vous ai dit au début, c'est la même gravure, mais on peut le régler en cas de souci avec l'auto-leveling. Et on a un petit emplacement pour poser le chauffage au fond, que là je l'ai enlevé parce que du coup je m'en sers sur mes autres machines. Donc ce chauffage est le bienvenu. C'est une innovation sans être une innovation. En tout cas c'est le premier constructeur à proposer un chauffage en option. Enfin c'est pas un chauffage d'option, mais c'est un chauffage qui est presque en option. C'est-à-dire le chauffage n'est pas intégré dans la machine. Aujourd'hui, vous avez l'Inifermation GK2 qui est un chauffage de bac. Lui, il chauffe par-dessous le bac. Je crois qu'il y a la PO Polyforge aussi qui est un système pour chauffer la résine dans le bac. Et là, vous avez un souffleur d'air chaud. Voilà, j'aime pas appeler ça chauffage, même si ça a le même concept, parce que c'est quelque chose qui va souffler de l'air chaud. Mais directement dans votre cloche, donc ça va ramollir vos supports, etc. Ce sont des propositions qui existent déjà en option sur toutes les machines. Vous pouvez trouver sur Amazon ou sur les revendeurs habituels des systèmes de chauffe. D'ailleurs, j'en ai... je crois que je peux vous les montrer. Le chauffage Anycubic est ici. Il sert également de purificateur d'air et il est relativement très efficace. Mais quand je vous dis que c'est pas une innovation à proprement parler, c'est que moi, avant de recevoir cette machine, j'avais déjà un chauffage qui ressemble beaucoup en plus petit.
et qui fait également purificateur d'air. Pareil, même système, hein, c'est des doubles faces. Mais ça coûte entre, selon les périodes, 60 et 80 euros. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération sur le rapport qualité-prix de cette machine, j'y reviendrai en conclusion. Et au-delà de ça, ils ont fait une petite encoche sous le couvercle pour que le câble s'insère naturellement. Donc pour le poser, vous avez des doubles faces, vous décollez vos doubles faces, vous le mettez dans l'emplacement attribué. Et là, le problème, c'est que vu que vous avez mis du double face, il n'est pas censé bouger. C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas enlevé. Vu que j'ai plein de machines et que je reçois régulièrement des machines et que j'aime bien tester les nouvelles machines, c'est quelque chose qui me sera utile à l'avenir. Et quand il fera chaud dans cet atelier, ça servira à chauffer mes insectes. Du coup, c'est vraiment le bienvenu cet appareil-là. J'en suis content parce que pour moi, il va servir à plein de choses et toute l'année. C'est peut-être aussi intéressant si vous avez des reptiles, tout ça. Bon, là, on commence à dériver de l'utilité principale de ce chauffage. Mais c'est vrai qu'on pourra quand même regretter que c'est pas un système incorporé dans la machine, ou ne serait-ce que l'emplacement doit être posé, qui a été usiné et préalimenté, parce que c'est-à-dire que ce chauffage, vous êtes obligé de le brancher. Donc le chauffage et la machine, c'est deux prises d'alimentation. Voilà, c'est quelque chose à envisager. Pour peu que vous ayez un peu le wash and cure, tout ça, vous êtes obligé d'avoir une multiprise. Il faut, si vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas de résine dessus, il faut bien aménager votre machin, sans parler s'il y a de l'alcool, tout ça. Bon bref, c'est le petit point. On peut mieux faire sur cette histoire de chauffage, mais encore une fois, les concurrents, outre qu'Uniformation 3D, qui ont déjà une machine à la vente, ne proposent pas de chauffage. Voilà, c'est le petit point négatif. Un petit usinage, on le pose, une alimentation soit en USB, soit en branchement rapide. Là, on dirait vraiment qu'ils ont vu, sans déconner, on dirait vraiment qu'ils sont allés voir le constructeur de ce machin-là. Ils ont dit, tu peux nous en faire un? Et vu que celui-là, il est plus gros, et honnêtement, il n'est pas plus efficace que celui-là, bah vous savez quoi, dedans, c'est la même grille. Donc à mon avis, c'est la même performance, mais lui, il chauffe 10 degrés de plus. Et il est plus petit. Donc je pense que faire un gros chauffage, ça coûte moins cher que d'en faire un petit. C'est pas fait leur business plan. Si Unicubic vend ça en pièces de rechange, à 30 ou 40 euros, je crois que j'en achète 5. Ça restera moins cher que la concurrence que vous pouvez trouver ailleurs. Pour pas aller trop loin, on va parler de cette interface qui est relativement similaire à la M5S. Donc on a une belle ergonomie. J'aime beaucoup l'interface de la Anycubic M5S aujourd'hui. Elle fait partie de mes préférées. Je préfère celle-là à celle de l'Elegoo. Seul petit point négatif, aujourd'hui, la concurrence haut de gamme propose du français. Là, non. Bon, j'ai du mal à me sentir dans un effet de luxe ou de très haut de gamme quand ça ne parle pas français, alors qu'aujourd'hui, chez Frozen, chez Elegoo et chez Uniformation 3D, on parle en français, et d'ailleurs chez Creality aussi, sur leurs machines les plus haut de gamme. Là, nous restons dans la machine la plus haut de gamme d'Anycubic dans ce volume-là. C'est pas la plus chère étant la M3 Max encore aujourd'hui, mais la M3 Max, elle est faite pour concurrencer un autre segment. Donc là, je vais pas appeler ça du haut de gamme, je vais appeler ça du gros volume. Donc au niveau des différences de cette interface, outre ce que je vous ai dit au début, la possibilité de vérifier l'auto-leveling, voir si tout va bien avec le papier fourni, vous avez des options pour désactiver toute la fonction d'intelligence inclue dans cette M5S Pro, c'est-à-dire le capteur de surveillance, le capteur de force, l'auto-leveling. Vous pouvez également décaler le lancement de l'impression de 1 à 60 minutes, le temps que votre chauffage agisse selon la température de votre environnement. Alors moi, dans mon environnement, il fait de toute façon pas très froid, mais ça chauffe de façon très efficace. La température ne descend pas en dessous de ce que le chauffage est censé fournir. Alors encore une fois, le chauffage est recommandé à l'utilisation 5 degrés minimum. C'est-à-dire en dessous de 5 degrés, Anycubic ne garantit pas que le chauffage sera suffisant. Moi en tout cas, dans un environnement entre 13 et 17 degrés, en 10 à 15 minutes, la cloche était à bonne température. Après, on n'est pas en extérieur et c'est pas un garage grand ouvert non plus. Le lancement de la machine, rien de signalé de plus que l'Anycubic M5S. Il faut attendre presque 2 minutes pour que la machine se lance, c'est-à-dire la descente du plateau. Heureusement qu'elle fait avec 20 cm, c'est long, ça prend plus d'une minute. Et le capteur de force, le temps qu'il vérifie si tout est bon, ça prend encore quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes. Donc vous attendez un petit moment avant le lancement de l'impression. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis assez bourrin dans tout ce que je fais parce que j'aime bien faire beaucoup de choses vite fait et j'ai pas le temps. Il est con lui ou quoi? Ah ouais, bah si j'oublie le plateau, ça va pas marcher. Y compris mes impressions résine. C'est pour ça que souvent vous voyez des supports qui ont été enlevés rapidement et il en manque la moitié. Vu que j'ai pas collé le chauffage, à un moment, moi le chauffage il a bloqué la descente du plateau. Et j'étais pas bien quand ça s'est passé. C'est pour ça que je recommande, si vous n'êtes pas amené à déplacer souvent votre chauffage, mettez au moins une bande velcro dessous. Comme ça vous pouvez le garder. Et là je me suis dit putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foiré le Z, j'ai tout capté, il va falloir que tout je recalibre et en espérant que j'ai rien pété. Oh, j'ai mis stop, j'ai fait relever, j'ai recalibré le chauffage et tout s'est très bien passé.
C'est peut-être pour ça que le plateau de la M5S Pro descend aussi lentement pour éviter qu'on fracasse la machine des gens comme moi. Voilà, parce que j'ai pas souvenir que la première M5S descendait aussi lentement. On va parler rapidement du son et de la consommation électrique. C'est exactement le même boucan que faisait l'Anycubic M5S d'avant. Donc c'est probablement l'une des imprimantes résine les plus bruyantes de cette taille-là que j'entends. Alors c'est une machine qui ne fait pas de bruit quand elle n'imprime pas, donc ça reste un bon point. Donc on peut tolérer, enfin en tout cas ça dépend où vous mettez vos machines, mais moi j'arrive à tolérer de descendre le matin à 6h, voir où en sont mes imprimantes, et que je sais qu'elle a arrêté de tourner, qu'elle ne fait pas de bruit. Parce que les machines qui tournent en permanence, à 6h du matin, je les insulte moi quand elles font du bruit. Bon, 60 impressions, 77 500 couches. Je pense que je m'en suis pas mal servi quand même avant de faire ce test. Donc vous voyez, quand elle tourne sans qu'on lui demande quoi que ce soit, il n'y a aucun bruit. Un petit test d'exposition de 10 secondes. Ça m'a saoulé. Voilà, bon, ça s'arrête instantanément quand c'est un texte d'exposition. Quand vous finissez un print, il y a quand même quelques minutes le temps que ça refroidisse bien. Donc ça me semble encore efficace en termes de refroidissement. En termes de bruit, c'est quand même pas bon. Pour régulièrement changer les ventilateurs de mes machines chinoises que j'achète entre guillemets, pas forcément que des imprimantes, ça coûte 5 balles pour nous, un ventilateur silencieux sur AliExpress. Après, je ne sais pas quelle chaleur émet ces appareils-là, je ne sais pas quelle chaleur il faut dissiper, mais j'ai du mal à croire qu'on puisse pas faire un effort de ce niveau-là. Le chauffage, il fait pas de bruit significatif. Vous l'entendez s'il y a vraiment que lui qui tourne. J'ai pas mesuré le bruit, c'est pas trop gênant. Et le système de purification d'air fait pas trop de bruit non plus. Rien d'alarmant au niveau du chauffage seul. Un petit mot sur la consommation électrique. On est en dessous de ce que consommait la M5S. Je suis à une moyenne de 0,030 kWh, plutôt insignifiant, par rapport à la M5S qui était au double au triple de ça, de mes souvenirs. On a des pics qui vont moins haut que l'Anycubic M5S. On dépasse pas les 100 watts de consommation instantanée pendant les premières chauffes du plateau. Donc là-dessus, il y a quand même eu un effort. Comment, pourquoi, je sais pas. Un petit mot sur la consommation électrique du chauffage, parce que c'est peut-être ce qui vous alarme. Un chauffage, ça coûte cher de se chauffer. Comment ça coûte ce truc-là? Alors il faut savoir que le concept du chauffage, c'est qu'il souffle en permanence. Il y a un système de ventilation. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, il va souffler. S'il fait froid, il va chauffer les espèces de résistance que vous voyez là et souffler donc de l'air chaud. En consommation instantanée, quand il ne chauffe pas d'air chaud, c'est 11 watts. Donc ça va monter quand même la consommation minimum de cette machine à 40 Wh. Et quand il chauffe, ça va monter jusqu'à 60 watts de consommation instantanée. Je fais pas de moyenne sur le chauffage car ça va dépendre de votre environnement. Mais vous savez que si par exemple vous allez le faire tourner dans une pièce où il fait 5 degrés, très mal isolé, qu'il va falloir qu'il tourne tout le temps, s'il peut pas réchauffer correctement l'enceinte, ça va augmenter la consommation électrique. Même si on est à 100 Wh en tout, c'est-à-dire avec ce chauffage à bloc tout le long, on n'est pas beaucoup plus haut que ce que consommait la M5S sans le chauffage. Donc il y a eu un effort là-dessus. Pourquoi, comment ? Je sais pas. On va parler un peu de la source lumineuse qui semble être une matrice de LED de cette Anycubic M5S Pro. C'est pas terrible. Alors, c'est pas terrible. La base de cette source est entre 2,9 et 3,7. C'est pas le chiffre en lui-même qui me dérange, c'est que la plage, elle est large. Qu'est-ce que ça veut dire? La puissance lumineuse émise par l'écran va à peu près influencer le temps d'exposition de vos résines, et ça dépendra de vos résines. Pour citer les machines que j'affectionne particulièrement, elles n'ont pas une plage aussi large, c'est-à-dire la Elego Mars 4 Ultra, elle est entre 3,7 et 3,9, vous voyez? Donc elle a à peu près les mêmes paramètres d'exposition que cette M5S Pro, mais la M5S Pro à certains endroits elle est à 2,9, à d'autres elle est à 3,7, au milieu elle est 3,2. Ça veut dire qu'en gros, vous serez de toute façon obligé d'exposer un peu plus pour être sûr qu'il n'y ait pas des endroits qui le soient un peu moins. Pas facile à comprendre ça. Vos tests d'exposition au centre ne vous donneront pas les mêmes résultats que si vous faites vos tests d'exposition dans les coins ou dans les milieux. Donc en fait, vous êtes obligé, par rapport à vos tests d'exposition, d'exposer, alors ça va dépendre de vos résines, 0,1 ou 2 ou 3 secondes de plus pour que l'exposition soit suffisante partout, mais ça va provoquer une surexposition à d'autres endroits. Alors 0,2 ou 0,3 secondes, si vos résines sont de bonne qualité, outre quelques petites traces de support, vous ne devrez pas trop vous rendre compte de la différence. Après, les résines ont eu un impact là-dessus. Mais sur les résines de bonne qualité, vous ne voyez pas une grosse différence à 0,2 secondes, si vous faites des supports fins. Un petit mot sur le slicer. Lors de la réception de cette machine, je n'ai eu que l'Anycubic Slicer que j'affectionne absolument pas. Donc, j'ai commencé avec ça. Entre-temps, Shi2Box a sorti la version Shi2Box 2.0, donc je m'en suis servi. Il y avait un profil pour la M5S Pro. Litchi, au tout début, je sais qu'ils n'étaient pas encore là, mais pour avoir parlé avec les développeurs de Litchi à ce moment-là, qui étaient en train de vérifier si tout allait bien, je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, ou vous lisez le test sur le blog, le profil pour la M5S Pro est possible sur Litchi. Donc j'ai testé avec Shi2Box 2.0 rapidement, parce que je voulais vite me débarrasser du slicer Anycubic, qui en soi fonctionne, hein. C'est l'ergonomie à laquelle je suis pas habitué, voilà, je veux dire je suis pas habitué, qui fait que je l'ai pas forcément affectionné. Mais quand je m'en servais au début, faire des trous et vider, mettre des supports, ça marchait. Après, peut-être que si je m'en étais servi
depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, peut-être que ça me gênerait moins. Et en plus, il est pas... Au niveau de la consommation de ressources et de l'optimisation, il m'a pas trop séduit. Donc, Shitubox 2.0, qui lui aussi, il y a beaucoup de choses à dire dessus par rapport à la version d'avant, mais le sujet, c'est pas ça. Donc, autant j'aime bien l'ergonomie, autant il y a pas mal de choses à revoir sur Shitubox 2.0. Je me suis servi de ces profils, ça marche, ça sort. Par contre, c'est drôlement lent. Alors que, comparant les deux, c'est les mêmes profils d'impression, les mêmes profils de levage. Je vous la fais courte pour pas vous saouler plus que ça. À part que Anycubic donne une durée de levage en secondes et que Shitubox les donne en minutes, c'était les mêmes choses, sauf que Shitubox c'était 2 fois plus long. Et je sais que j'ai fait des tests de fichiers comme envoyé de bêta-testeur entre guillemets pour Litchi, c'était à peu près pareil. On m'a dit tiens, il y en a pour 3-4 heures, je fais non, il y en a pour 9-10 heures. Ah bon? Oui, et pourtant, de leur côté, ils ont dû se heurter au même problème que Shitubox. Je pense qu'il y a quelque chose dans cette machine sur la M5S Pro qui doit influencer quelque part sur le G-code. Ou... J'ai pas encore eu l'info, mais bon, ça c'est quelque chose de toute façon qui sera optimisé rapidement si ça n'a pas déjà été le fait. Parlons un peu de la connectivité, du cloud, de l'application Anycubic, du Wi-Fi, du système de surveillance, tout ça. Si vous voulez envoyer en Wi-Fi, vous êtes obligé de télécharger le slicer d'Anycubic. Vous ne pouvez pas l'envoyer depuis vos slicers à vous. Pas qu'avec ça, du moins. Si vous voulez être alerté sur votre smartphone quand votre imprimante a un souci, vous êtes obligé d'avoir l'application mobile. Avantage ou inconvénient, je sais pas. Personnellement, j'apprécie assez de ne pas être dans la pièce et que s'il y a un souci, la machine m'épose, m'appelle, viens voir mon plateau, là je viens de percuter qu'il n'y a rien qui s'accroche. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut faire autrement qu'avec une application? Je sais pas, mais dans tous les cas, ça me va. Le Wi-Fi dépendant du slicer, ça me va pas. Surtout que j'ai un peu regardé ce qu'on pouvait faire d'autre sur l'application mobile. Vous avez étrangement, je m'en suis pas servi, mais d'ailleurs je pourrais le faire, je vais le faire. Vous avez toutes les options que vous avez sur votre imprimante, genre le nettoyage du bac, le test d'exposition, les mouvements du plateau, sur l'application Anycubic. Est-ce que c'est un intérêt? Je pense pas, non. À part faire Mumuse, ça en a pas. Donc là par exemple, je vais cliquer sur mon imprimante et je vais demander à nettoyer le bac. Voyons. Ça marche. Par contre, on peut l'arrêter. Non, on peut pas l'arrêter avec le smartphone. Ah si, tu mets pause, ça s'arrête. Et si je veux faire des mouvements avec le smartphone, là je vais faire descendre le plateau. Pause. Ça sert à rien, mais ça marche. Voilà, c'est rigolo, je vous cache pas que quand j'avais le bac, je me dis si jamais je fais une fausse manip, va savoir ce qui va se passer. Bon, on peut voir aussi le nombre d'impressions qu'on a eu, le nombre de couches qu'on a utilisées, il y a des guides d'utilisation en anglais, il y a des tests, je sais pas ce que c'est, connexion, il y a des tests, il y a des autocontrôles, tests mécaniques, statut du moteur, ah oui, ça veut juste dire, en gros, votre ouais, c'est de la merde. Vous pouvez désactiver les options avec votre smartphone. Écoutez, ça reste une innovation. Je suis pas sûr que ce soit indispensable, mais ça reste une innovation. J'aime assez ce délire, mais encore une fois, c'est pas quelque chose que j'utiliserai. Vous êtes de toute façon obligé de manipuler la pièce sur le plateau, de manipuler votre résine, de préférence. Si vous avez bien confiance au capteur de surveillance, vous n'êtes pas forcément obligé de passer la raclette au fond du bac. Je vous cache pas que, comme tout boomer qui se respecte, qui n'est pas habitué à la technologie, j'ai pas confiance. Mais si ça marche réellement, et pour en avoir fait le test, c'est-à-dire que si jamais il y a un bout de support dans votre bac et que le plateau est capable de le détecter, vous pouvez vous permettre d'être négligent, de faire confiance à l'application, c'est-à-dire vous prenez votre pièce, vous allez faire autre chose dans une autre truc, vous envoyez votre impression, vous n'avez même pas besoin de tout contrôler, si ce truc-là est fiable, il va le faire. J'ai testé une fois, il a détecté. J'ai laissé un bout au fond, il est descendu, il a dit « Viens voir, il y a un truc qui va pas. » Et effectivement, il y avait un truc qui allait pas, donc je l'ai sorti et là, le print a repris. Ça semble marcher. J'ai pas fait 10 000 tests là-dessus parce que j'ai du mal à m'imaginer, moi, choqué par ça parce que c'est exactement ce que j'attendais de la première M5S, et la première M5S m'avait pas autant impressionné au niveau de la surveillance. Là, ça m'a impressionné. Alors, vu que j'ai un peu d'expérience en résine, j'ai pas souvent eu besoin de ce système de surveillance. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui m'aurait bien aidé quand j'ai commencé, en partant du principe qu'il est fiable. N'hésitez pas, si vous avez cette machine, à le mettre en commentaire, parce que je sais pas du tout le niveau de fiabilité de ce truc-là. En tout cas, moi, j'ai pas du tout été déçu. Alors, un petit mot sur mon utilisation de la machine. Globalement, à part ce que je vous ai dit sur les slicers, j'ai pas eu de soucis avec les profils standard du slicer Anycubic. Quand j'ai voulu bricoler un peu, j'ai eu d'autres soucis. J'ai eu un autre souci, je vous en parlerai, mais c'est moi, c'est parce que j'ai mal préparé mon fichier, c'est pas la machine. Donc j'en suis quand même assez séduit. Le chauffage, ça m'a causé un échec parce que je l'avais mis à fond. Le chauffage par défaut est à 40 degrés. Je me suis pas méfié, je l'ai laissé, sachant qu'à ce moment-là, il faisait froid, donc je pensais pas qu'on allait atteindre 40 degrés dans la cloche. On est monté à 38, ça a tellement soufflé pendant l'impression que les supports sont ramollis, la pièce est tombée au fond. J'ai fait le même print, j'ai aéré, j'ai mis la température à 25 degrés, le print est sorti. Donc méfiance avec ce chauffage à pas mettre une température
trop élevé. Autre truc étrange, donc j'ai fait mes tests de vitesse dont je vais vous parler, donc j'ai imprimé mes tours Eiffel habituelles. Vous voyez la rambarde, vous voyez le dessus. Comment dire, ces tours Eiffel, elles ont un chromosome en plus. Je sais pas si c'est lié au chauffage qui a peut-être ramolli la rambarde pendant la sortie, si c'était trop fin pour que le capteur de force il fasse son boulot, sachant que c'est le même fichier que j'utilise tout le temps. C'est le même fichier que j'utilise tout le temps. Hein, ça, c'est avec une autre imprimante. Ça, c'est avec la Mars 4. Bon, bref, j'en ai deux autres au fond que j'ai fait avec d'autres machines. C'est le même profil, c'est le même fichier STL. C'est nickel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Sachant que le premier a été fait avec le slicer Anycubic. Je pensais que c'est le slicer qui était aux fraises. J'ai pris le slicer She2Box 2.0 et j'ai pris mon fichier que je fais d'habitude en point She2Box. Hein, qui lui par contre a pris deux fois plus de temps, mais ça je vais vous en parler dans les vitesses, et il a fait le même souci. Est-ce que c'est, à ce moment-là, j'ai été négligent sur le chauffage? Je sais pas. Deux fois quand même. La deuxième fois, je l'ai baissé le chauffage, donc je peux pas trop comprendre, je sais pas trop ce qui s'est passé. Soit c'est ce capteur de force qui est allé un peu plus haut parce qu'il a dit il n'y a rien là. Ou alors c'est les fameux écrans 14K avec leur fameux pixel rectangulaire qui a vu un truc un peu trop fin, ou je sais pas. Je sais pas. Ou alors, j'ai pas assez exposé, mais ça me surprendrait beaucoup. J'avais fait les textes d'exposition avant. C'est la première fois que ça me fait ça, sur toutes les machines. Si c'était ma première imprimante résine, je vous dirais, j'ai peut-être raté un truc. Mais j'ai quand même assez d'expérience, sans être un professionnel, pour penser quand même que je suis pas responsable de ce truc qui a déconné. Maintenant, qu'est-ce qui est responsable sur cette machine? Je sais pas, parce que j'ai pas eu d'autres soucis marquants sur mes prints. On va parler des prints de tests pour ce que j'appelle mes benchmarks de qualité. Donc j'ai fait des tests avec 3 résines différentes. La Sunlu Dark Grey. Et après, j'ai remarqué que les profils Anycubic mettaient beaucoup d'anti-aliasing dans les profils. Vous voyez le détail s'afficher à l'écran. À vue d'œil, j'ai vraiment rien à dire sur la machine. Mais j'ai rien à dire sur la figurine. Même sur la Guitec, à vue d'œil, j'avais rien à dire sur la pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que cette course au pixel, ça devient un peu ridicule. Puis après, donc, je l'ai fait celle-là, cette fois avec She2Box. J'ai imprimé avec de la résine Jamy et j'ai inversé l'auto-aliasing. La pièce de loin, elle est belle. Franchement, si je vous la montre comme ça, vous pouvez pas me dire que la pièce est pas belle. Mais quand moi je la prends en photo pour la mettre sur le site ou pour vous la montrer, je vois qu'il y a des défauts. Des défauts qu'il n'y a pas avec les machines 8K. Et des défauts qu'il n'y a pas d'autres avec d'autres machines. Je ne sais pas si c'est l'écran lui-même ou les protocoles d'anti-aliasing ou quoi de la machine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on regarde de très près, vraiment quand on regarde de très près. En tout cas, on n'est pas au niveau d'une machine à 22 microns comme la Frozen Mini 8KS. Et j'ai jamais vu ça, même avec une Alot Mash Pro ou avec une Saturn 3 Ultra. Est-ce que le capteur de force serait pas aussi responsable de quelque chose? Est-ce que le leveling aurait pas une tendance des fois à s'auto-ajuster pendant les mouvements? C'est bizarre, hein. Je sais vraiment pas si ça vient d'un écran 14K ou raté ou de... Je sais pas. Mais après, encore une fois, ça imprime, ça sort les pièces. Hein. C'est parce que si vous vous amusez à chipoter. Là où je veux vous rassurer, j'en parle en conclusion, c'est une machine qui coûte en précommande moins de 500 balles avec un chauffage qui, lui seul, si vous voulez en acquérir un, ça vaut 80 € maximum. Entre 60 et 80 €. Donc j'en reviendrai en conclusion, mais donc c'est une machine qui, sans son chauffage, coûte pas cher, entre guillemets. Après, si vous n'avez pas besoin d'un chauffage, c'est con. C'est sûr, vous n'allez pas acheter une machine avec un chauffage si vous êtes dans une pièce à température ambiante. Mais là, j'ai même vu pendant les promotions de Pâques récentes, elle est déjà descendue à 450 €. Voilà, comme je vous dis, si vous mettez 450 € ou soit ça à 450 €, soit une autre machine sur laquelle vous allez acheter le chauffage à 70 balles, ça commence à faire un prix. Et encore une fois, on parle de la machine la plus haut de gamme de ce segment de chez Anycubic. Hein. Pas le plus gros volume, mais le plus haut de gamme de cette catégorie. C'est-à-dire que si vous voulez une machine de moyenne taille de cette marque-là, il n'y en a pas des mieux sur le papier. Donc on va s'attarder un petit peu sur ce 14K. Alors déjà, moi je vais vous donner mon point de vue sur cette taille de pixels. On parle depuis le début sur les imprimantes résine les moins performantes de pixels de 0,050 mm. Carré. 0,050 mm. 20 fois plus petit qu'un millimètre. Voilà, on parle d'un pixel. Ça, c'est pour les imprimantes en 50 microns. Si vous prenez une imprimante 8K, on parle d'une imprimante avec des pixels de 0,028 mm. C'est plus 20 fois plus petit qu'un millimètre, hein, là, c'est 50 fois, à peu près. Et sur ces écrans 12K ou 14K, on nous a fait un truc bizarre, on a foutu ces pixels rectangulaires. Donc, je vais parler rapidement du 12K et du 14K. Les résolutions officielles d'un écran télévisuel, par exemple 12K ou 14K, c'est ce que vous voyez s'afficher sur l'écran. Les écrans 12 ou 14K de nos imprimantes résine, c'est ça. Il y a quelque chose qui ne va pas sur la profondeur de ces écrans. Pourquoi on nous impose
cette profondeur d'écran. Soit c'est une raison de coût, soit c'est un problème d'utilisation technique. C'est-à-dire que soit on ne peut pas se permettre de faire un écran 12 ou 14K dans cette dimension-là officiellement, et du coup, ça ferait que toutes les machines devraient recouper leur armature et tout, il faudrait repenser une machine, ça coûterait trop cher, enfin je sais pas. Soit c'est juste que la conception de cet écran n'est pas possible, pour le moment, ou à ce prix-là. Donc on nous impose ces pixels, et tous les ans, on nous sort une nouvelle résolution d'écran. Comme vous l'avez compris au début, d'après moi, ça sert à rien. Quand vous allez acheter votre télé, peu importe la taille de votre télé, le mec va vous sortir maintenant l'argument, on va sortir la télé 8K. Et il va vous dire, pour voir la différence, vous en achetiez une grande de télé. Votre écran d'imprimante résine, il fait ça. Et on vient vous dire que ce que vous allez faire en couche, vous allez le mettre sur ça, et encore, sur la taille des pixels, j'en parlerai même pas, vous allez le mettre à plat et le superposer avec des milliers d'autres couches pour faire votre figurine. Et votre figurine, vous allez probablement la peindre, ou vous allez l'exposer sur une étagère, ou dans une vitrine. Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks? Voilà, je vous dis la vérité, autant c'est une performance papier intéressante d'améliorer l'écran, autant pour de la figurine, parce que la promotion de ces machines, ça reste de la figurine. Il y a des gens qui semblent trouver ça intéressant pour des systèmes, alors microfluidiques, alors ça dépasse mes compétences, ou de la micromécanique. Ces machines montrent avec de la publicité des figurines. Je suis désolé. On peut voir, je vais pas vous dire qu'on peut pas voir ces différences, on peut pas facilement les voir à l'œil. Moi, là où j'arrive déjà à me rendre compte d'une différence entre du 50, du 35 microns et du 28, c'est quand je prends la figurine en photo et que je zoome. C'est-à-dire que même quand je regarde comme ça, il faut que je le prenne avec mon appareil photo et que je le mette en gros plan. Et là, oui, je vais voir s'il y a une amélioration. Mais quel intérêt quand vous sortez votre pièce? Il est très fin. Il est vraiment très fin. Et je connais des imprimeurs professionnels, ils ont des machines 6K. Alors 6K, encore une fois, ce K dépend de la taille de l'écran. 8K ou plus petit, qu'ils ont depuis des années, ils sortent leur pièce. Et quand ils achètent de nouvelles machines, ils voient pas la différence. C'est normal, on peut pas la voir. Pas pour l'écran. Ou pas facilement. Pas à l'œil. D'après moi. Peut-être que je me trompe. Mais moi, personnellement, pour avoir fait des tests poussés, quand j'en suis à regarder avec le microscope pour dire ah oui, là, effectivement, la couche, on la voit moins. Le microscope. Et voilà, je me réjouis de la performance matérielle, parce que c'est ça qui me plaît, c'est les performances matérielles, les innovations. Mais en soi, ta figurine, elle va avoir la même tronche quand tu vas la regarder. Et tu vas la peindre pour la mettre sur ton étagère. S'en fout. Au-delà de ces performances de pixels, quand nous survend, encore une fois, c'est pas comme si la machine valait 10 000 euros pour la performance matérielle, donc pourquoi pas acheter ça? Mais le 12K et le 14K, il y a quelque chose qui va pas. Déjà, il y a ces écrans, ces pixels rectangulaires, et le 12K, la profondeur du pixel la plus large, entre guillemets, c'était 24 microns. Le 14K, c'est 24,8 microns. Vous voyez où je veux en venir ou pas? C'est-à-dire que on va vous étirer, c'est pas vraiment étirer, mais en gros, on va vous faire des pixels plus précis sur une dimension et moins précis sur l'autre. Alors ça, je le reproche pas à Anycubic parce qu'ils vont tous suivre. Ils vont tous suivre. Ils vont tous sortir une nouvelle machine. Donc, ces écrans 14K, faut pas croire que vous allez acheter un truc de fou. Et comme je commence à l'entendre de plus en plus, j'entends des gens dire, je veux acheter une machine, mais j'ai vu qu'il y avait le 12K l'année dernière, là il y a le 14K, est-ce que j'attendrai pas la prochaine imprimante 16K? Non, achetez l'imprimante qui vous plaît, vous vous occupez pas de l'écran au-delà de ça. Vous prenez le dernier sorti haut de gamme si vous avez le budget de la marque qui vous intéresse, pas forcément pour l'écran, encore une fois, vous serez normalement content. On va pas se leurrer, et les goûts ils vont sortir une machine 14K probablement. Et Anycubic, si le 16K doit arriver, ils nous sortiront dès que possible une machine 16K, ou 18K, ou 20K, ou 15K5, je sais pas. En tout cas, dès que le prochain écran sera disponible, je mets ma main à couper qui vont sortir une machine dans les 2 semaines. En tout cas, la proposer à la précommande. Donc, encore une fois, c'est cet argument de pixels ne doit pas vous inciter à changer rapidement une machine. C'est tout juste ce que je veux vous dire. Elle est bien cette machine, j'y reviendrai en conclusion. Mais si vous avez déjà une Anycubic 12K ou une Anycubic 8K et que vous voulez la nouvelle Anycubic 14K, non. Enfin, ça sert à rien. Si vous voulez juste changer de machine pour avoir une qui semble mieux, en impression pure, en qualité d'impression pure, vous ne serez pas convaincu, vous ne trouverez pas ça exceptionnel, sauf si vous avez un usage différent de la figurine où vous aimez à la rigueur les performances matérielles. Mais encore une fois, moi j'ai pas été séduit par ces performances matérielles, j'ai même trouvé ça un peu imparfait, de très près, ce qui est assez surprenant. Mais outre la Saturn 3 Ultra qui a, à mon avis, connaissant un peu les goûts, un algorithme d'anti-aliasing intégré comme ils avaient mis sur la Mars 4 DLP, ça je sais pas s'ils l'ont officiellement mis, donc ce qui fait que de près j'ai vu des pièces aussi propres que peuvent me sortir les imprimantes 8K, mais je les ai pas trouvées supérieures non plus. Là il y a des trucs qui vont pas. Alors j'ai pas encore réussi à comprendre si c'était le capteur de force ou l'écran 14K. Mais la M5S normale, de très près, il y a des trucs qui n'allaient pas non plus, hein. Mais de très près, voilà, c'est du chipotage et je vais vous montrer les autres pièces, ça fait le taf. De quoi est capable cette machine en termes de vitesse? Alors, j'ai commencé par le fameux test de la Tour Eiffel, donc celui que j'ai fait avec Shitoobox, il a pris, je crois, de tête 13 heures, vous voyez, sur votre écran, la durée de la Tour Eiffel.
Et avec les mêmes profils sur le slicer Anycubic, on a pris 6 heures. Profil standard, on n'est pas en profil fast. Hein. C'est une belle performance 6 heures. La Saturn 3, on avait pris 5h50 pour sortir la même pièce. C'est les mêmes profils d'exposition, c'est les mêmes paramètres que la Saturn 3 Ultra. Donc 10 minutes sur 6 heures, c'est pas trop gênant. Alors ensuite, le slicer Anycubic propose un profil de résine standard fast, comme propose Elegoo avec la Mars 4 Ultra ou la Saturn 3 Ultra. Bon, j'ai jamais rien réussi à sortir. Aucune pièce est sortie, le capteur de force il m'a dit ça va pas. Voilà, donc j'ai pas voulu bricoler les profils trop longtemps, j'ai testé avec deux résines, la Sunny standard et la Jam E, parce que je sais que la M5S d'avant, c'est pareil, il fallait que la résine qui ait un indice de viscosité vraiment très léger pour que ça marche. Là, outre mes résines high speed, j'en avais pas, et donc j'ai pas réussi à sortir une pièce normale. À bout d'un moment, le truc il a continué sans la pièce. Voilà, donc ces profils-là, pour l'instant, soit je sais pas m'en servir, ce qui est pas impossible, qui me surprendrait quand même un peu. Après, j'ai pas voulu bricoler plus que ça, peut-être qu'un jour vous allez avoir quelqu'un qui va partager les profils au poil pour les résines standards. Maintenant, combien on va gagner de temps, je sais pas. Soit c'est pas bien foutu. Voilà. Soit il y a autre chose qui impacte là-dessus. Ensuite, il y a les tests à la résine high speed qui, eux, par contre, ont parfaitement fonctionné. Donc, j'ai commencé par les fichiers de test Anycubic qui m'a sorti, comme d'habitude, leur pièce de test toute petite en, je crois, à peu près 30 minutes. Bon, comme d'habitude, les supports sont incassables, j'ai lâché l'affaire. Et après, il y a la tour de 20 cm de haut, donc le volume exact de cette machine, qui est sortie en à peu près 2h, 2h10, je ne sais plus exactement, vous voyez sur votre écran. Donc 2h10, une pièce de 20 cm, ça confirme à peu près les 105 mm par heure. Ça veut dire en 2 heures, on est à peu près à 210 mm. Bon, à peu de choses près, on est bon. Tout dépendra de toute façon les temps d'exposition de vos résines. Mais les profils d'Anycubic, je commence à les connaître, ils sont souvent optimisés pour la pièce qui sort. C'est-à-dire si je veux sortir une autre pièce avec leur profil, peut-être que je vais avoir un bras qui va tomber. Donc j'ai fait ma propre pièce de test. Donc mon bench habituel. En épaisseur de couche 0,100, et lui il fait 12 cm de haut. Il en fait pas 200. Il est sorti en 2h30. Donc là, on n'est plus exactement au même niveau de vitesse et on est moins rapide, par exemple, que la Saturn 3 Ultra, ce qu'elle nous a sorti. Alors encore une fois, il est peut-être possible d'aller encore plus vite avec ces profils, mais je n'ai pas voulu m'amuser à faire de l'overclocking de montage d'imprimante. Hein. Je prends la vitesse avec les profils recommandés par le constructeur. J'ai mis la résine, j'ai pas fait les tests d'exposition avec la résine, j'ai mis en 1,9 secondes, il y a peut-être moyen de faire moins. En tout cas, j'ai pas trop de traces de support, mais même si on parle de 0,2 secondes sur 1200 couches, la différence se joue pas à grand chose. Je vais parler rapidement de la calibration dimensionnelle. Alors j'en parle pas tout le temps et pas souvent parce que j'ai jamais eu de souci de calibration dimensionnelle du moment que ma résine est calibrée. Voilà, ça m'est jamais arrivé. Dans mon entourage, j'ai de plus en plus de prothésistes dentaires qui apparemment ont une affection pour Anycubic ou avaient une affection pour Anycubic et qui m'ont dit qu'étrangement avec leur M5S, ça s'emboîtait pas bien. Alors avec le capteur de force et tout, pourquoi pas, hein, c'est pas impossible. Donc j'ai fait une pièce de calibration, j'ai fait un vis M8 et un écrou M8 qui est là, on le montre. Donc ces deux pièces qui ont été imprimées séparément, la mise au point. De toute façon, je peux pas facilement vous le montrer de façon très efficace. Bon, j'ai du mal à faire la mise au point. Vous voyez la vis et l'écrou, enfin, j'espère que vous les voyez. Bon, bah, ça va s'emboîter, ça va se visser à la perfection. Il n'y a pas le moindre jeu, vous pouvez rien faire, ça bouge, c'est parfait. Rien à dire. J'ai voulu faire des M2 et des M4, le problème c'est que c'est tellement petit que quand je les mets à mon wash, il passe à travers le panier et je ne la retrouve pas. Donc j'ai pu faire que les M8. Si vous calibrez bien votre résine, encore une fois, c'est important. Hein. C'est sûr que si vous exposez 6 secondes votre résine, vous allez avoir des problèmes. Hein. Donc si vous exposez pas trop votre résine, ça va s'emboîter sans aucun problème. Et j'ai rarement eu des machines où ça s'emboîtait pas bien, à part des explications logique comme un verre de protection de 3 cm, un truc comme ça, quoi. Ou un écran trop loin du bac, mais là, on est bon. On va parler des quelques impressions que j'ai fait en plus. Donc j'ai fait une mini panthère. Je l'ai posé ce fichier-là. C'était mon premier print pour faire un petit test, une petite pièce, après avoir calibré la résine. Bon, vous voyez que la pièce, elle est pas grande. Hein. Donc vous pouvez faire des petites pièces quand même de bonne qualité. Il faudra peut-être jongler un petit peu avec l'anti-aliasing sur certaines figurines. Mais globalement, moi ça me va. Ensuite j'ai fait la figurine Godefroy du jeu Elden Ring qui a été sculptée par un Nom Nom Figure. Donc je vais commencer par celui-là. La base est en filament. Moi je n'imprime pas les bases en résine. Oui, vous voyez, la base en filament n'a aucun support. J'en suis assez fier. Le mec qui fait aucun support, ça veut dire qu'il a rien fait. C'est la machine qui a tout fait. Voilà. Donc il n'y a aucun post-traitement sur Godefroy, il est sorti tel quel. Je trouve que le niveau de détail sur l'armure est assez acceptable. C'est de la soutenue Dark Grey, c'est pas cette résine-là qui va vous faire ressortir les meilleures qualités sur des détails les plus fins. Je préfère préciser. J'aurais eu des meilleurs résultats avec une résine un peu plus chère. Je suis un radin. Donc là, je vais parler de mon échec. J'ai même pas séché cette pièce, dégueulasse. Donc le lion qui va avec Godefroy, c'était un cauchemar à la préparation. Il a explosé.
En gros, en évidant la pièce, parce que j'ai voulu la faire évider, bah, il y avait des cavités dans toutes ces mèches de crinière, entre guillemets. Donc vous avez l'arrière de cette pièce qui a été pulvérisée. Bon, je l'ai refait, j'ai un peu plus préparé mon fichier. J'en ai eu pour une bonne demi-heure, je ferai plus. Et là, c'est beaucoup mieux. Et je l'ai peint parce que je trouvais qu'il ferait plus stylé en peint. Ouais, là, l'arrière est un peu plus joli. Bah, pareil, les supports enlevés, c'était un carnage. Enfin, c'était un carnage parce qu'il y en avait au milieu des lianes, quoi. Enfin, au milieu des lianes, c'est pas des lianes, mais des mèches. Et vous voyez que là, j'en ai quand même raté un. Il y en a un que j'avais dû oublier de percer. Bon, il y en a beaucoup trop. Et vous voyez qu'il est parfaitement possible d'imprimer des figurines de façon correcte avec cette machine. Et là, je vais vous chercher ce que j'appelle ma masterclass. Le temps d'aller la chercher, je vous laisse avec le petit making-of. Et je vais le poser avant de faire une bêtise. Parce que ça, je sais pas quoi. Ça, c'est le diorama Justice League de Sanix. Les liens des fichiers sont sur le blog si vous voulez imprimer les mêmes. Alors, c'est un fichier payant. Hein. Ça a été un carnage à coller parce que je suis pas bon, je le dis. 11 plateaux. Plus de 11 plateaux sont sortis avec cet M5S Pro. Je ne sais pas combien de pièces j'ai dû coller. Et ça m'a saoulé. Donc, je colle très mal mes pièces, je les assemble extrêmement mal. J'ai peint un peu pour que ça se voit moins bien. J'ai pas mastiqué. Si je voulais bien faire, j'aurais mastiqué, mais c'est pas une figurine faite pour la vente. C'était une figurine pour... parce que je suis assez content de la machine. Quand la machine me plaît, j'aime bien pousser un peu plus les impressions. Et honnêtement, c'est là où je vais arriver sur cette conclusion. J'ai vraiment apprécié utiliser cette machine. Toutes les erreurs que j'ai faites, outre mes erreurs de préparation, c'est-à-dire par exemple mal placer mon chauffage ou laisser quelque chose au fond du bac, ont été détectées. Cette machine m'a rassuré. Le chauffage m'a réconcilié avec l'impression résine l'hiver. C'est quelque chose que je partage depuis quelques temps. L'hiver, je me sers de moins en moins de mes imprimantes résine parce que je ne veux pas qu'elles tournent la nuit, parce que la nuit, il fait quand même froid dans mon local. S'il fait froid pendant que vous imprimez, vous allez probablement avoir des problèmes sur votre pièce. Donc je ne voulais pas chauffer la nuit. D'autres problèmes, c'est que je tourne les vidéos dans mon atelier. Je ne peux pas tourner si les machines tournent derrière, surtout avec une machine comme celle-là qui fait du boucan. Donc le chauffage a été un argument intéressant pour moi. En tout cas, moi, j'en avais bien besoin. C'est toujours ça, encore une fois, c'est pas la machine ne vaut pas 1000 €, vous voyez ce que je veux dire. L'autosurveillance, ça reste encore une fois exclusif. Il n'y a aucun concurrent, à part Frozen, qui vont arriver en juillet avec leur machine à 1100 boules, qui va proposer la même chose. C'est exactement les mêmes choses. Chez Frozen, à une caméra près, un capot à charnière et 3 cm de plus. Donc vous n'avez pas ça chez Creality ou chez Lego, ni pour le moment chez Uniformation 3D. Je pense, en tout cas c'est ce que j'ai dit quasiment l'année dernière, qu'ils allaient tous y passer. Pour l'instant, il n'y a que.
C'est Anycubic, ils sont arrivés avec un an d'avance sur la surveillance. Alors peut-être qu'ils sont aussi servis de bêta-testeurs et qu'ils ont fait passer tous les clients pour des bêta-testeurs. En tout cas, aujourd'hui, je pense que le système de la M5S Pro semble, du moins, d'après mon expérience, plus fiable que celui de la M5S normale. Il est beaucoup plus efficace. Alors après, est-ce qu'on peut corriger la M5S avec une mise à jour firmware pour avoir les mêmes avantages? Je pourrais pas vous dire. Je sais pas si c'est matériel ou logiciel. C'est une machine, encore une fois, qui est déjà descendue à 450 €. Le chauffage en option seule, vous en avez entre 60 et 80 €. Ça fait cette machine entre 350 et 400 € si on oublie cette espèce de chauffage. Et encore une fois, si vous n'avez pas besoin du chauffage, c'est sûr que c'est un peu dommage. Mais c'est à la rigueur, il faudrait proposer une option sans chauffage et faire une remise de 60 balles. Et là, par contre, sans chauffage, vous avez une machine 14K, alors peu importe, 14K, 12K, 8K, une machine haut de gamme de moyenne taille, à moins de 400 balles. Franchement, c'est encore... Le rapport qualité-prix de cette machine est incroyable aujourd'hui. À voir ce que va faire la concurrence, à voir les prix qu'ils vont ajuster, à voir les nouveaux modèles, parce que c'est un peu comme le nouveau smartphone, dès qu'il y a un nouveau processeur, même si c'est 20% de batterie en moins, 5% de performance en plus, ils vont tous en sortir un. Et peut-être que vous allez tous pas voir la différence avec celui d'avant, mais ils savent qu'il faut que tous les ans, il y ait un nouveau truc pour leurs actionnaires. Parce que si l'actionnaire il voit que la marque sort plus de produits, ben, ils arrêtent d'injecter du pognon dedans. Et pour le client, parce que comme ça, le client, tous les ans, il va vouloir acheter. Ou comme encore une fois aujourd'hui, le client lambda, pas renseigné, qui veut une imprimante résine, il va pas se dire que la Saturn 2 et la Saturn 3 font le même boulot. Il va partir prendre la Saturn 3. Celui qui n'est pas renseigné. Celui qui est renseigné prendra la moins chère. Je parle pas de la Ultra, juste la Saturn 2 ou la Saturn 3. Donc, mais comme je dis, j'ai des gens qui viennent me demander, j'achète laquelle? Est-ce que j'attends pas la 16K? Achète pas pour la gueule de l'écran, achète pas pour la moyenne taille, achète pas pour la taille de l'écran ou la dimension des pixels de l'écran. Après le 8K, on s'en fout. Le 8K, c'est effectivement une très bonne capacité, une très bonne qualité d'impression. Tout ce qui est au-dessus, c'est n'importe quoi à l'œil. Ça sert à rien. Vous le dites texto. Sachant que quand vous imprimez, et peu importe votre écran, vous pouvez augmenter ou réduire la taille des couches. Si vous réduisez, vous pouvez sur cette machine-là par exemple aussi, et sur les récentes de haut de gamme aussi, mettre des couches de 10 microns. Vous pouvez tricher votre orientation pour que les détails se voient plus de façon verticale qu'horizontale. Donc c'est ridicule. Et moi, je vais vous dire la vérité, j'imprime outre mes benches pour vraiment voir la qualité. Quand j'imprime en bench, je prends en hauteur de couche le dixième le plus proche de la taille du pixel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par défaut, vous imprimez en épaisseur de couche 0,050. Donc 50 microns. 50 microns de couche verticale. Peu importe ce qui se passe au niveau de l'écran. Quand là, je sais qu'elle fait 16,8 et 24, je vais imprimer soit en 20, soit en 30. Là, j'ai fait en 20. Je dis la vérité, même moi, à l'œil, des couches de 20, de 30, de 40, de 50, je les vois en photo, je les vois pas à l'œil. En photo ou à l'objectif macro, oui, mais pas à l'œil. Encore une fois, de toute façon, votre orientation va jouer. Le mieux, c'est vu que vous avez un écran qui va exposer de façon, moi j'appelle ça horizontale, mais je me comprends, et des couches qui font ça, et un écran qui fait ça, vous imprimez à la diagonale, vous avez le meilleur compromis des deux. Mais de toute façon, encore une fois, vous pouvez tricher sur cette épaisseur de couche de hauteur, à part que vous allez perdre du temps. Par contre, vous n'avez pas le choix, forcément. Vous imprimez un nombre de couches par heure. Elle me fait à peu près 500 heures par couche. Donc, baisser l'épaisseur de couche, c'est augmenter le nombre de couches, donc augmenter la durée. Voilà, donc encore une fois, l'écran en lui-même n'est pas forcément celui qui va vous permettre d'avoir la meilleure figurine possible. Et encore une fois, que ce soit du 28 microns, comme une machine 8K, et encore une fois, ça va dépendre de la taille de l'écran, mais par exemple, la Saturn 2, c'était du 28,5 microns exactement, ou une machine 12 ou 14K qui va avoir 24 microns, pour ne citer qu'une seule dimension. Et moi, je compte passer, et je fais pas de moyenne non plus, parce que vous n'avez pas une moyenne dans vos résultats, vous avez des dimensions, et c'est pareil pour les voir. Vous superposez ça à des milliers d'autres couches. À mon avis, il vaut mieux jouer sur cette épaisseur de couche et réorienter la pièce que de miser uniquement sur les performances de votre écran. Et si vous faites les deux, ça sera forcément mieux. On va revenir un petit peu sur les points positifs et les points négatifs de cette machine, en tout cas les avantages, les inconvénients ou les points forts, les points faibles, appelez ça comme vous voulez. Donc l'avantage de cette machine, j'en ai parlé, mais c'est pour faire un gros récap pour les gens qui ne voudront pas tout voir, parce que vous êtes nombreux à pas avoir le temps. Donc en avantage, c'est une imprimante, je parlerai pas du 14K qui est une performance mécanique, donc je le fous à la trappe, ce truc-là en avantage. Sur le papier, c'en est un, voilà, sur le papier, encore une fois. On vous fournit un chauffage amovible, voilà, je veux dire qu'amovible, c'est un avantage, comme ça vous pouvez vous en servir pour d'autres machines, ou si dans un temps inadapté, ou peu que quoi qu'il arrive, vous changez votre machine, vous en prenez une deuxième, le chauffage, vous pouvez transverser dans votre machine préférée, en espérant qu'il y ait la place dans votre machine préférée. Mais moi, personnellement, je m'en sers pour les autres machines, ça passe. Le système de surveillance, encore une fois, c'est exclusif jusqu'au mois de juillet, où une autre machine va le proposer. Vous pouvez déjà la précommander, mais c'est une machine qui vaut plus de 2 fois plus cher, cette Anycubic. Vous n'avez pas encore ça, à ma connaissance, sur d'autres machines, en tout cas celles qui sont déjà sorties, il n'y en a pas d'autres. Moi, elle a bien marché, j'en suis content, même si j'en ai pas eu besoin de fou.
mais pour quelqu'un qui débute, ça sera bien, vraiment bien. L'interface, je suis pas sûr qu'on peut dire que c'est un point fort exceptionnel, mais j'aime beaucoup l'interface de cette machine. Je trouve que c'est l'un des plus beaux parmi toutes les machines que j'ai testées. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais en tout cas, c'est une interface qui est travaillée. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une interface qui est travaillée. Et le principal point positif, c'est le rapport qualité-prix. Je ne vais pas revenir là-dessus. Comme je vous dis, une machine qui s'est déjà vue à 450 €, avec un chauffage qui lui seul vaut autour de entre 60 et 80 €. Ça fait 380 € une machine avec l'écran de dernier cri sorti. Plus le système de surveillance. Le système de surveillance, ça a probablement un coût chez Anycubic. Je pense qu'Anycubic, je ne sais pas combien ils gagnent sur une imprimante, mais si eux, ils arrivent à s'enrichir, j'imagine combien ils s'enrichissent Frozen à vendre la machine à plus de 1000 balles. Voilà. Là, j'aime bien la petite truc derrière le dos, là. Il a rien demandé, paf, s'en prend une, tiens. Parlons un petit peu des points négatifs maintenant, en tout cas des points faibles. La hauteur, c'est vraiment ça qui pêche sur mon utilisation, 20 cm de haut. Si vous voulez faire des pièces en une seule fois, c'est dommage. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez faire ça en une fois, c'est pas l'Anycubic qu'il vous faut, en tout cas si vous voulez la faire la plus grande possible. 20 cm de haut, c'est pas mal. Si vous êtes un amateur de petites pièces, de figurines, ou de diorama, parce que ça, encore une fois, vous voyez la taille de la figurine, elle fait plus de 40 cm de haut, mais elle a été imprimée en plusieurs plateaux, et en avoir une plus haute ne m'aurait pas permis d'aller plus vite. Il m'aurait fallu un plus grand plateau, et les plus grands plateaux, c'est genre la M3 Max d'Anycubic ou la Jupiter SE, on peut ne citer que ça. De l'assemblage des dioramas, des petites figurines, ça vous va. Si vous aimez faire en une fois la pièce la plus grande possible, vaut mieux regarder ailleurs sur le marché. Autre point négatif, le Wi-Fi vous impose le slicer Anycubic. Donc, vous pouvez préparer votre pièce sur Litchi, sur Voxel Dance, sur Shitubox, l'exporter en STL et mettre votre STL dans le slicer Anycubic, ça marchera parfaitement, mais vous êtes obligé de faire ça pour l'envoyer en Wi-Fi. Bon, moi personnellement, je le descends avec ma clé. Par contre, avec les machines où le Wi-Fi est directement implanté dans le slicer, comme les Lego Saturn 3 Ultra, là par contre, j'utilise que le Wi-Fi, ce qui n'est pas le cas de cette Anycubic. Et un petit point négatif, je regrette quand même que le chauffage ne soit pas mieux disposé, qu'il soit un peu plus usiné ou qu'on puisse le brancher directement. Ce système de double face, c'est un peu dommage. Voilà. Et dernier point négatif, mais pas des moindres, c'est qu'elle est extrêmement bruyante quand elle imprime. On est à plus de 60 décibels pour en reparler. C'est l'une des machines les plus bruyantes que j'ai pu tester. Heureusement qu'elle ne fait pas de bruit quand elle n'imprime pas. Voilà, je vous ai dit tout ce que je savais sur cette Anycubic M5S Pro. Globalement, c'est une bonne machine, une belle performance, une belle innovation, une belle avancée. Je pense que c'est probablement le genre de machine qu'on va croiser chez tous les constructeurs prochainement. C'est quand même une belle performance de proposer tout ça à ce prix-là. Je pense qu'on verra bientôt le chauffage et l'autosurveillance sur tous les constructeurs, en tout cas sur leurs machines les plus haut de gamme. Maintenant, on va voir comment ils vont nous vendre tout ça. Donc je suis assez content. Rapport qualité-prix, performance technique, vitrine technologique, Anycubic montre de quoi il est capable. Encore une fois, les premières innovations sont souvent celles où il y a souvent le plus de problèmes de fiabilité. C'était sans doute le cas de la M5S. Cette M5S Pro semble corriger tout ça, donc c'est une machine que je peux recommander à toute personne qui aimerait une machine de cette taille-là pour commencer l'impression résine grâce à son surveillance, qui va l'exposer dans une pièce fraîche ou qui va la faire tourner la nuit quand il fera moins de 20 degrés avec son chauffage. Pour ce prix-là, c'est une bonne machine. Encore une fois, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog. Merci si vous avez suivi jusque-là, parce que la vidéo elle a duré 100 ans, de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de partager à toutes les personnes qui aimeront cette vidéo ou qui pourraient être intéressées par cette machine, de mettre en commentaire si cette machine vous intéresse, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous imprimez, etc. qu'est-ce que tu as mangé au petit-déj, non ça on s'en fout. Je vous laisse avec le bêtisier, c'était Easydan pour les imprimantes 3D.fr. Attends, j'ai un truc dans les dents. Voir. Voilà, qui est foutu sous l'écran ou dans le plateau, apparemment il y a une... Sur la première M5S, il n'y avait pas... Non, je dis n'importe quoi. L'interface, nous avons exactement la même. Avant de parler de l'interface, coupe ça. Ouais, je ne vais pas me répéter, je l'ai déjà dit. L'interface est exactement la même. On parle toujours pas de l'interface. Le verrier ou quoi? On va le faire. Oh, forcément, j'ai utilisé le chauffage sur la machine la plus grosse du pays, quoi. Ils ont fait une petite encoche sur le plateau. Non, ils ont fait une petite encoche sous le couvercle pour que ce soit en option de série. Enfin, en option de série, ça ne veut rien dire. Nous avons exactement le même... Enfin, non, on a presque... Vous voyez, vous s'affichez là les dimensions de cette MC... Vous voyez, cut et on reprend. Et je vais lire mon script parce que je sais plus d'où j'en suis. On est où de la batterie du micro, là, qui me lâche pas, le machin? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas branché. Ah, j'ai pas branché le truc. Eh merde, qu'est-ce que tu fous au milieu, toi? J'ai allumé ou j'ai pas allumé, là? Sinon, il peut pas refroidir
s'il peut pas réchauffer pour être sûr que ce soit pour que l'exposition soit nécessaire. On va pas parler de ça 15 ans, sinon la vidéo elle va jamais terminer. Dessus parce que je sais pas, parce que j'ai du. Donc on va parler du reste. Il est où le reste? Mais je viens de casser ma pièce. Des épaisseurs de. Alors c'est pas l'épaisseur de couche, mais sur cette taille de. Attends, éducateur. La résolution officielle des écrans 12 ou 14K. Je check mon micro parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Ouais, me lâche pas, toi, c'est pas le moment. On sort une nouvelle résolution. Publicité de ces imprimantes-là montre des résines sur leur site. La publicité, ces machines montrent avec de la publicité des figurines. Mais on peut pas facilement. Vous prenez le dernier sorti. Enfin, oui, peu importe. Bon, ce truc du 14K étant terminé, parce que là, la vidéo elle va durer 1557 ans. Ensuite, j'ai testé la résine. Ouais. Je vais parler exceptionnellement, parce que j'en parle pas souvent, de la calibration. Oui, c'est la calibration qu'on appelle. De la calibration dimensionnelle. Alors pourquoi? D'habitude j'en parle peu parce que j'estime que la calibration dimensionnelle, elle est. C'est calibration le mot, je suis con quoi. Bah oui. Je vais parler un peu de la calibration fragile, j'ai plus de batterie dans le micro, faut que je me dépêche de finir. Que j'ai foutu, je sais pas où. On approche, on a combien de temps de tournage là? Oh sa mère, c'est le plus long test de ma vie. Vous voyez quand même qu'une petite pièce est assez propre. Alors c'est pareil, les mises au point, c'est une catastrophe. L'anti-aliasing sur certaines machines, sur certaines figurines, qui a été dessinée ou sculptée, pardon, qui a été sculptée par un homme. Alors on va essayer de pas la casser. Oh là là, 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 ça tient pas, oh là là, oh, hop, 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 bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, putain c'est lourd. C'est lourd ça, grand-mère. Cette Anycubic, elle est en moyenne à 1200. Cette Anycubic, elle est en moyenne à combien? Je l'ai écrit, je me rappelle pas. C'était quand même. C'était. 2 mètres. Là, on va la refaire. J'ai encore de la batterie dans le micro. Juste un peu. Ciao, à la prochaine.